Ici Denis Julien et bienvenue à cette nouvelle émission des piliers du bénévolat portnevois. Aujourd'hui, nous allons accueillir Madame Raymonde Gingras, qui est bien connue à Saint-Raymond pour plusieurs implications, dont les scouts, le SS Accueil et j'en passe. Bonjour, Madame Gingras. Bonjour, ça me fait plaisir. Merci d'être avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de faire un parcours historique de bénévolat, je vais peut-être rappeler là, à nos téléspectateurs le concept de l'émission. C'est-à-dire qu'on va discuter pendant toute la saison à une dizaine de personnalités de la région de Portneuf, de leur implication au niveau de la communauté. Donc, on veut savoir un peu leur parcours, ce qu'ils ont vécu dans leur parcours, et ensuite peut-être faire un petit constat de comment va le bénévolat en 2024. Est-ce que c'est comme il y a longtemps? Est-ce que c'est comme lorsque vous avez commencé ou la société a un peu changé et le bénévolat, on l'aperçoit sur de nouvelles formes? Alors, c'est un peu le but de notre émission aujourd'hui. On veut dresser un portrait de ce que vous avez fait et savoir aussi qu'est-ce qui est possible de faire pour venir en aide à notre communauté et pourquoi aider notre communauté aussi. Parfait. Madame Gingras, vous êtes bien connue à Saint-Raymond. Vous avez été professeure, directrice d'école de carrière et pendant de nombreuses années. Pouvez-vous un peu nous expliquer votre parcours là, dès votre première implication bénévole et un peu... au fil des ans. Au fil des ans, exactement. Alors moi, j'ai été, comme tout le monde, étudiante Oui. au couvent de Saint-Raymond. Alors déjà là, j'ai voulu m'impliquer dans les mouvements qu'on avait. Le premier mouvement de première, deuxième, troisième année, c'était la croisade. Ensuite, ça a été la jeunesse étudiante catholique, où j'ai été pendant quelques années présidente avec mon équipe. D'abord, j'ai toujours été avec une équipe. J'aime m'entourer de gens qui veulent donner puis qui se sentent attirés pour une cause. Oui. Alors... Puis cette implication-là, au niveau de la jeunesse étudiante catholique, ça ressemblait à quoi? C'est que c'était pour les jeunes... c'était divisé en deux. Il y avait les jeunes, 5e, 6e, 7e année, 8e, puis il y avait les grandes. Ouais. Alors, on avait une réunion par semaine, et puis on nous montrait l'importance d'agir dans une communauté. Okay. D'aimer et d'agir et de servir. Ouais. Alors, aimer, agir, servir. Ça a été pas mal faire prendre conscience à bord avec des textes qu'on trouvait, puis on était supervisé par l'équipe provinciale et régionale pour ça. OK. Puis ça, c'était un cours supplémentaire? C'est comment ça fonctionnait? Non, c'était du volontariat? Ou... Oui, en dehors des heures de classe. Ah oui, OK. Tout ce que l'école faisait, c'était de nous fournir un local pour tenir nos réunions en dehors des heures de classe. On avait une partie aussi récréative. On s'organisait. C'est toujours dans la joie et la bonne humeur qu'on aime, qu'on tire profit de notre service. Okay. Alors, on trouvait toujours une façon de procéder pour attirer les jeunes à faire partie de ce mouvement-là. C'était pas obligatoire. Donc, les jeunes qui voulaient en faire partie, c'était vraiment... Donc, dès vos années en tant qu'étudiante, vous avez appris un peu c'est quoi les bienfaits d'aider les autres avec ça, de ce que je comprends. D'aider les autres et de m'aider moi-même. OK. J'ai découvert des choses dans ce temps-là, à ce moment-là, que plus on s'implique, plus on sert dans la communauté ou dans les écoles, je pense que c'est nous autres qui en retirent le plus. C'est la personne qui en retire le plus. Okay. Je suis convaincu de ça. Convaincu. Mais c'est drôle que vous dites ça. Dans les entrevues précédentes qu'on a eues, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés au même constat que vous. Oui. Vous êtes bien impliqué donc au sein de Jeunesse étudiante catholique. Ensuite, je crois que vous avez été professeur assez tôt. Là. Oui, à 17 ans. Ouais. J'ai commencé à enseigner à 17 ans. J'étais faire un cours, ce qu'on appelle dans le temps le brevet C, à l'École normale de Pont-Rouge. C'est là qu'on allait tout le monde. On était pensionnaires. Dans ce temps-là, on était pensionnaires au mois. Okay. Au mois, il y avait toujours une sortie. Là aussi, je me suis impliqué. J'ai pas eu de sortie souvent, moi, parce que j'étais un petit peu haïssable, là. OK. Oui. Alors, c'est pas grave. Je me suis impliqué aussi dans ce qu'ils nous offraient comme activité à l'école normale. Puis, bien aimé ça. Alors, j'ai fait 1 an. Je suis devenu professeur pendant 4 ans. OK. 4 ans. Et avec mes élèves, j'ai eu beaucoup de plaisir aussi.
J'avais des élèves de tout âge. Hein. C'était dans ce temps-là, c'était pas les enfants de 8 ans à tel niveau, puis les enfants. Et puis j'ai aimé ma carrière beaucoup comme enseignante. Ouais. Et puis après 4 ans, je suis devenue adjointe à la direction de l'école pendant 7 ans. Et quand la directrice générale a été nommée directrice de la commission scolaire Monseigneur Vachon, des paroisses Sainte-Christine, Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond, Saint-Léonard. Elle était ma directrice, mon patron, et là, c'est moi qui est devenue directrice de l'école Marguerite-Deauville pendant 24 ans. Je pense qu'en même temps de ça, vous avez, justement dans cette période de temps-là, vous avez été étudiante à l'Université Laval. Pendant 15 ans. Oui. Pour aller obtenir mon bac en administration scolaire et en gestion de personnel, ressources humaines. OK. Alors, ça, pendant 15 ans, l'été, les fins de semaine, pendant qu'on était au travail, on allait, je n'étais pas la seule à faire ça, parce que les parents n'avaient pas toujours le moyen de payer l'école normale pour les enfants, surtout la pension. Puis j'aimais ça. J'aimais ça parce que de la théorie, on pouvait appliquer tout de suite. On était dans le milieu des enfants. Alors, quand on étudiait, on pouvait appliquer ça tout de suite pendant qu'on l'enseignait. Tandis que quand tu n'as jamais enseigné, tu ne peux pas imaginer comment ça peut... Alors, j'aimais ça, je n'ai pas regretté ça. Puis à travers ça, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités pour les jeunes à Saint-Raymond. Il y avait les scouts qui naissaient tranquillement. Là. Oui. Je pense que c'était leurs premières années. Leur première année, il n'y avait pas au pluriel. Et là, on s'est dit, on était un groupe. Puis il y en avait dans ça, on était 3 enseignantes. Une fille qui travaillait à la Caisse populaire, puis une autre qui était dans un travail de chez parents. Donc, encore une fois, une équipe. Là. L'équipe. Oui, ça, j'ai toujours travaillé en équipe. Puis tenir compte de l'équipe. Puis si une décision se prenait et qu'il manquait un joueur, tout de suite, je me faisais un devoir de rencontrer la personne puis dire « Es-tu d'accord avec ça? As-tu eu des choses à dire? » et tout ça. Alors ça a toujours été la base. Alors nous 5, on a dit « On va fonder le mouvement scoutisme, alors guidisme pour les filles. » Alors on a commencé tranquillement en suivant une formation à Québec, en appliquant la formation qu'on... ça, c'était à l'âge de 17-18 ans, là. Puis... donc, en même temps que vous étiez au début de votre carrière de professeur? Oui, j'étais enseignante à ce moment-là. OK. Et puis après, quand les guides, on les prenait à l'âge de 13-14 ans, quand ils ont eu une formation, ils étaient rendus à 17 ans, 18 ans, on les a impliqués dans la fondation des mouvements Jeannette, Louveteau, Camsoc, Pionnier. Autant des gars, parce que les scouts et les guides fonctionnaient comme ça, là. Oui. Garçons, filles, il y avait des bonnes équipes au niveau des scouts aussi. Alors, ils ont impliqués. Alors, c'est comme ça que les 6 mouvements sont arrivés à Saint-Raymond. Okay. Puis dans ce temps-là, on était obligés de refuser du monde. Il y en avait tellement. Il y avait trop de gens qui voulaient s'impliquer. Oui, parce que, comme je vous dis, il y avait rien. Aujourd'hui, si on regarde la panoplie de ce qui est offert aux jeunes, bien, tant mieux, tant mieux. Ça répond à plusieurs... Alors, ça a diminué depuis quelques années, mais il y a encore de la vie dans le mouvement scoutiste. Je vois. Puis ça fait déjà 50 quelques années. On a fêté le 50e, à peu près 7, 8... Je me souviens pas, il y a trop de fêtes, là. Oui, proche 60 ans qu'on a le scoutisme. Et puis, justement, vous avez été beaucoup, je pense que vous avez été très observatrice de comment allaient les jeunes. Vous avez fondé les scouts parce qu'il n'y avait pas d'activité pour les jeunes, mais il y a également une maison des jeunes qui s'appelait Clin d'œil. Le Clin d'œil. Le Clin d'œil. Pendant 10 ans. Oui. C'était quoi Pendant 10 ans, c'était une maison des jeunes aujourd'hui. Oui. C'était ouvert le vendredi soir, samedi soir, puis le dimanche après-midi. Okay. Puis c'était dans un sous-sol, un grand sous-sol. C'est en arrière de la Banque nationale, là, il y a des loyers maintenant. Oui. Alors, c'est dans un sous-sol. Et c'était les jeunes, un conseil d'administration. J'assistais toujours aux réunions le dimanche matin à 9 h. On avait notre réunion avec les responsables. C'était un jeune qui était président ou présidente du conseil d'administration. On appelait ça l'équipe de gestion, qui décidait ce
s'il fallait faire une réparation, bon. Puis c'était des gens qui voulaient aussi. Ça, il y avait beaucoup d'activités, je pense, là, Oui, reliées à ça. oui, il y avait beaucoup d'activités. Il y avait de la danse, il y avait des chanteurs qui venaient, il y avait la fête de Noël, il y avait tout ça, là. Quand on parlait de René Angélil, comme je vous disais, là, nous autres, je disais, arrêtez de vous vanter, on l'a fait venir au clin d'œil dans les années 59-60, là. Ah oui, puis Rémi Girard, puis beaucoup de monde comme ça qui sont venus, selon les goûts des jeunes du temps. C'est ça. Ouais. Mais ces gars-là, aujourd'hui, remplissent des fonctions dans certains mouvements. Puis, OK. ah oui, je les regarde aller, là. Puis ils ont des belles professions. Puis ils continuent à s'impliquer aussi. Je regarde Christian Giguère, pour ne nommer que lui. Ben oui. C'est un scout, ça. C'est un gars. Puis Ouais. il travaille encore avec l'équipe aujourd'hui. Oui. Il supporte l'équipe, Christian, avec le conseil de groupe qu'on appelle. Oui, il est encore bien impliqué dans la communauté. Oui, bien c'est ça. Ouais. Ce n'est un pour en nommer d'autres. là. Oui. Mais je ne me permettrai pas d'en nommer autant. Là. Mais c'est une formation que les jeunes ont reçue et puis étaient toujours motivés à obtenir plus de badges, plus ci, plus ça. Alors aujourd'hui, on les voit aller puis ils veulent plus, puis on en est fiers. Puis c'était important pour vous, je crois, de transmettre aux jeunes le bonheur d'aider les autres, je oui. crois. Le goût et le plaisir d'aider, Ouais. de servir. Moi, c'est... Personnellement, là, moi, j'ai reçu plus qu'il me semble que j'ai donné. Ouais. Aujourd'hui, je suis encore dans certains mouvements, là. Et puis, les gens me disent, oh, Flat, t'arrêtes un jour, Flat, t'arrêtes un jour. Mais c'est plus fort que moi. Dire non, c'est difficile. Et puis, mais je répète, la personne qui en a retiré le plus, c'est moi. OK. Je le répète. Oh oui, oui. Dans ma vie professionnelle, ça a été... et ça m'a aidé beaucoup. Parce que quand on parle du guidisme, du scoutisme, c'est servir, c'est la base. C'est servir, à être meilleur de jour en jour, puis faire que les gens qu'on rencontre deviennent meilleurs parce qu'ils nous ont rencontrés. C'est à la base, ça, pour le scoutisme. C'est à la base. Et là, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai remarqué que vous, justement, vous étiez attentive à un peu votre entourage lorsque vous étiez directrice. Vous avez remarqué parfois là, qu'il y avait des jeunes qui étaient peut-être moins bien vêtus en hiver. Vous avez remarqué, justement, peut-être des souliers qui étaient usés et tout. Et est-ce que c'est à partir de là que l'idée du SOS Accueil Oui, est arrivée? c'est à partir de là. Je me suis dit, on a des mouvements, ça Raymond, mais des mouvements qui s'impliquent beaucoup. Il y avait déjà les filles d'Isabelle qui avaient, on appelait ça un ouvroir, qui se réunissaient pour faire de la confection de vêtements, ou qui allaient avec les fermières à l'orphelinat du Lac-Sergent. Oui, OK. Il y avait des besoins là aussi pour aider, pour réparer, et ainsi de suite. Alors, moi, je me suis dit, comme on me l'avait dit tantôt, prenant connaissance de ces besoins-là, puis il y avait des besoins alimentaires parce que les boîtes de repas, parfois, ils étaient vides. Oui. Il y avait une pomme, point. Puis devant les autres enfants qui étaient... Parce que les enfants dînaient à l'école dans ce temps-là. Il n'y avait pas d'autobus scolaire le midi. Aujourd'hui, ça a été remplacé par la garderie scolaire. Oui. Mais dans le temps, c'était 150, 160 élèves qui dînaient avec le... Puis les surveillants disaient, mais ce petit gars-là, il n'y a rien. On gardait toujours quelque chose dans le frigidaire pour préparer une sandwich ou des choses comme ça, puis un petit gâteau pour les enfants. Alors, il y avait des besoins matériels, puis il y avait des besoins alimentaires aussi. Oui. Alors, j'ai rencontré ces gens-là, les mouvements les plus nombreux puis les plus intéressés à aider. Oui. Filles d'Isabelle, d'abord, fermière, laïcs franciscains, Cheikh Colomb, tout ce monde-là. Puis Vous êtes tous regroupés à la même table, autrement dit. à la même table. Puis le représenter le projet avec... j'avais sondé dans ce temps-là, c'était M. le curé Dominique Côté. J'avais sondé comment il voyait ça. Il était bien d'accord, lui aussi. Les communautés religieuses, les frères des écoles chrétiennes, les sœurs de la Charité de Québec. Puis on a décidé de former le SOS Accueil pour aider matériellement. Plus matériellement, alimentaire et matériel, les familles qui avaient des besoins. Les enfants n'avaient pas de cadeaux. Au retour après Noël, on demandait qu'est-ce que tu as reçu à Noël. On faisait un retour 5 ans.
Il y en a qui n'avaient rien reçu. Il n'avait rien reçu. Alors, on a senti ce besoin-là. Puis les premiers cadeaux n'étaient pas gros comme on a aujourd'hui, avec la collaboration des Chevaliers de Colomb, l'Arbre enchanté, à Québec. Oui. L'année passée, on avait 165 cadeaux pour enfants. Puis depuis 10-15 ans qu'on fait ça, nous autres, à Saint-Raymond. Alors, ça a grandi comme ça. Puis là, on s'est dit, qui va prendre la charge? Moi, j'avais mon travail à ce moment-là. Et je ne pouvais pas m'impliquer totalement là-dedans. Ouais. Il y avait une religieuse à Saint-Raymond qui avait été ici pendant 20 ans, puis qu'on avait retirée, qui était rendue à Québec. Puis elle connaissait toutes les familles, puis elle était très impliquée. C'est une personne ouverte, puis tout ça. Elle allait dans les familles rencontrer les gens. Elle était rendue à la maison généraliste des Sœurs de la Charité. Je dis au frère Allen, Martin Allen, dans le temps, je ne sais pas si vous l'avez connu, donc. Non. Je dis, puis Raymond Landry. Je ne sais pas si vous avez connu Raymond Landry. Il faudrait aller chercher Madeleine. Puis M. le curé. Fait que les gars ont dit, oui, on va y aller. On est monté à Québec, puis on est allé chercher, on a rencontré le supérieur général, puis on a expliqué notre projet. Puis on dit, c'est nous autres, la personne tout indiquée, elle connaît le milieu, 20 ans, elle était aimée dans le milieu. Si ça avait été quelqu'un qui avait été agressif avec les enfants, c'est pas pareil. Non, les gens... Moi, je vais dire ça à Madeleine, qu'elle était fine. Les gens vont dire ça tout de suite. Alors, dans leur conseil, eux autres, ont décidé qu'elle reviendrait à Saint-Raymond. OK. Et c'est elle qui a pris la charge de recevoir les gens, des quelques bénévoles dans le temps, parce qu'on était au sol du presbytère. Les quelques bénévoles dans le temps qu'elle rôdait dans l'organisation du SOS Accueil, et elle n'a mis des heures. Madeleine. Ensuite, on l'a retirée parce que le temps était venu pour elle de partir pour Québec. Oui. Puis là, on a demandé d'avoir quelqu'un chez les sœurs. Puis on a eu sœur Gemma Dionne, qui a été 10 ans avec nous autres, qui a travaillé fort aussi. Mais Madeleine, autant Madeleine que Gemma, ils ne voulaient pas tremper dans l'administration financière. Ouais. Puis ils ne voulaient pas tremper dans des choses de secrétariat puis des affaires comme ça. Présence au local, avec les bénévoles, d'accord, mais pas de... Alors, on a eu des présidents au sein de l'équipe quand on a formé le conseil d'administration. C'était Raymond Landry l'a été, M. Omer Caillé ici l'a été, comme président du SOS Accueil. Là, on a eu... Puis après ça, quand j'ai pris ma retraite, j'ai été nommée présidente, là, puis j'ai continué. Mais on avait, dans ce temps-là, les bénévoles, on en avait quelques-uns, mais c'était surtout des personnes âgées. Aujourd'hui, nos bénévoles sont plus jeunes. Ah oui? Ils sont plus jeunes, c'est des gens retraités. Aujourd'hui, les gens peuvent prendre leur retraite à 50, 55 ans. Alors, ces gens-là disent, bien, je veux faire quelque chose, aurais-tu besoin? Auriez-vous besoin? Et puis, ils veulent venir parce qu'il y a une vie d'équipe. Moi, je vous dirais ça. Le mardi matin, c'est une équipe. Bon, l'équipe, c'est toujours les mêmes personnes. Alors, ils se créent des contacts là, amicaux. Que ces contacts-là, amicaux, là, que ces contacts-là, social. Ils se font un social. Et puis, de plus en plus, on en a. C'est sûr que ça fait une rotation parce que les gens vieillissent. Cette année, on en a qui sont partis. Mais ils partent avec le cœur gros, là. C'est ça. Puis même l'ensemble des équipes, on a toujours tenu sur Madeleine, la première. Il faut faire une fête, là. Il faut faire une fête à Noël, il faut faire une fête à Saint-Valentin pour danser, conter des histoires, s'amuser ensemble. Puis on avait des bénévoles qui jouaient la musique. C'était facile d'avoir de l'entrain. Ça a toujours resté. On va avoir encore une rencontre le 4 septembre. Donc, les gens qui étaient bien impliqués au sein du SOS Accueil, en fait, tous les bénévoles, autrement dit, se faisaient des liens sociaux aussi. Mais donc, quand vous dites, quand tu donnes, tu reçois plus, c'est un peu ce que vous essayez de dire. Là. Exactement. Puis les gens nous le disent encore aujourd'hui. Moi, j'aime ça parce que là, cette fille-là, je la connaissais pas. Puis là, on se rend compte, c'est les liens qui sont là. Puis toujours dans le même objectif, hein, c'est ça. Ouais. Puis on a des bénévoles aussi qui sont à la maison. Les bénévoles à la maison. Mais une caractéristique de notre organisme, c'est que personne n'est payé. Oui.
Ça, quand on va à des réunions au Centre d'action bénévole ou ailleurs, qu'on leur dit qu'il n'y a pas, ni pour le kilométrage, il n'y a rien de payé aux bénévoles. Rien. C'est sûr que si s'en vont acheter des bâtons pour faire les lavettes, là, ben, on paye les bâtons. Oui. C'est normal. Puis on a des messieurs qui nous préparent les bâtons, qui percent les trous, qui préparent les bâtons. Je donne un exemple. S'ils tricotent, ils viennent chercher la laine chez nous. La laine, comment on l'a, la laine? C'est les vêtements qu'on dit que ça ne partira pas. On a des dames à la maison qui détricotent. Ah oui? Ah ben oui. Ils détricotent, puis il y en a-tu des sacs de laine, là, j'en manque, puis j'aimerais ça en avoir. C'est des bénévoles. Puis il y en a qui font de la couture. Donc, dans le recyclage, vous êtes là-dedans aussi. Là. Ça fait longtemps qu'on est là-dedans. Ben non, pas de perte. Il n'y a pas de perte. Puis ce qui est encore potable, mais que chez nous, les bénévoles le savent, moi je ne travaille pas dans ce domaine-là, ils disent ça ne partira pas si on met ça là. Bien, on l'envoie à la ressourcerie de Portneuf. Oui. Puis la ressourcerie de Portneuf, eux autres, il y a actuellement, monsieur, voyons, le maire de Saint-Albin, là, Julien, pas Denis, c'est vous. Ouais. Denis, n'est-ce pas Julien, mais en tout cas. Le maire de Saint-Albin. Le maire de Saint-Albin, lui, c'est lui qui est président de la ressourcerie de Portneuf. Et puis, là, il communique, et il a fait un lien avec une dame qui ramasse ce qui est potable, là, pour déchiqueter, faire de la bourrure, qui font des vêtements, qui font la toile, qui font des choses. Alors, ça va loin comme recyclage, parce que tout ça, ça irait au centre. Ça fait longtemps qu'on pense à l'environnement au SOS. Quand vous avez démarré le SOS Accueil, bon, vous aviez l'enjeu que vous avez aperçu peut-être des gens un peu plus défavorisés et tout. Le SOS Accueil a fêté récemment, a dépassé ses 50 ans d'existence. 53. La mission du SOS Accueil est encore autant pertinente qu'elle l'était au départ, selon vous? Oui. La mission, c'était d'aider les gens. On avait le point de vue matériel, on avait le point de vue de la santé. Oui. Si tu manges bien, si tu... Et puis, on avait les gens qui avaient des problèmes mentaux. Oui. Ils étaient retirés de la communauté. Hein. On sentait qu'on les mettait un peu de côté. Oui. Alors, on les accueillait, tout ce monde-là. Et puis, on essayait de créer des liens avec eux autres. Chaque personne qui venait chez nous était très importante. Et puis encore aujourd'hui, c'est ça. Puis la demande est encore plus forte. Puis notre mission est la même. Et elle était surtout... Bon, je ne dis pas que les autres étaient délaissés, mais notre mission était surtout orientée avec des familles qui ont... Des familles, ça le dit, qui ont des enfants. Oui. D'abord, la priorité, les enfants. Oui. C'est sûr que l'adulte qui vivait seul, on l'aidait quand même, mais pas autant qu'une personne... qui avait 2, 3, 4 enfants. Ouais, ça change. Ça change, mais aujourd'hui, c'est la même mission. C'est la même mission qu'on a. Et puis, parce que de la façon dont le SOS Accueil fonctionne, on se fie également au soutien de la communauté. Donc, les gens doivent apporter le matériel. Oui. Au départ, est-ce que aller chercher ce soutien-là, ça a été difficile auprès de la population? Non, ça a bien été. Il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient sensibilisés en passant par les mouvements. Oui. Alors, les fermières en parlaient, les filles d'Isabelle en parlaient à leurs membres. Chevet de Colomb, il y avait du monde dans ce temps-là, dans ces mouvements-là. Là. Il n'y avait pas le Club Lyon, puis il n'y avait pas le Club Optimiste, qui aujourd'hui nous aide beaucoup. Le Club Lyon, surtout, a été un partenaire très important, les Optimistes aussi. Alors, ça faisait comme une pieuvre, une tenticule dans tous les organismes. Les gens jetaient moins qu'on jette aujourd'hui. Ouais. Ça, il faut le dire. Parce que des fois, il nous arrive des choses, c'est très beau, on n'en revient pas, là, mais les gens, ils les apportent. Alors, on les favorise, on favorise nos gens avec ça. Alors, on se débarrasse pas de tout ça, là. Ouais. Non. On prend la majorité de ce qui est apporté. Autant au point de vue meubles, appareils électriques, les petits appareils électriques, là, je sais pas comment je vous dis, la bouilloire, la poêle. Les gens achètent. Ouais. Alors,
comme on a reçu beaucoup d'immigrants cette année, Oui. on a aidé beaucoup dans ce sens-là. Oui? Ah, mon Dieu, oui. OK. Ah oui, oui, oui. Donc, même pour l'intégration des personnes ici, oui, vous avez une bonne influence. Oui, puis ils sont venus, puis on les reçoit très bien aussi, là. Mais là, la plupart ont un travail, mais quand ils sont arrivés, là, il fallait qu'ils s'installent, ces gens-là. Puis nous autres, on avait des choses à leur donner. On voit si on a une capacité de payer. Puis on a eu même la présidente, Mme Reine Caillé, il y avait des gens sur le territoire qui s'occupaient d'informer les organismes de comment les immigrants sont arrivés ici, puis leurs besoins. Est-ce que ils ont déjà une somme d'argent pour partir? Puis tout ça, ça a été planifié, ça aussi.